Dans toute grande affaire internationale, il existe 3 niveaux. Les faits documentés, les faits prouvés et les faits supposés. L'affaire Epstein appartient à cette catégorie rare où les réseaux dépassent les frontières financières, politiques, militaires et peut-être même criminelles. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un angle beaucoup moins exploré. La Côte d'Ivoire. L'année 2010, des coopérations sécuritaires sensibles, une crise politique majeure. 2010, la Côte d'Ivoire est plongée dans le chaos. Élections contestées, crise post-électorale ou encore violence post-électorale, 2 présidents proclamés. Tiens donc, l'administration divisée, forces armées fragmentées. Le pays ne se reconstruit pas, il survit. Dans ce contexte, Alassane Ouattara accède progressivement au pouvoir effectif, avec un soutien international déterminant. Diplomatique, politique, mais aussi financier. Mais la question centrale, dans un État en crise profonde, qui a le temps, qui a les ressources, qui a la capacité administrative de négocier les programmes sécuritaires complexes? Car dès les années 2010, la Côte d'Ivoire développe plusieurs coopérations internationales avec des partenaires étrangers, dont Israël. Ce point est public, traçable diplomatiquement parlant et classique en relations internationales. Israël est reconnu pour ses technologies de surveillance haut de gamme, de cybersécurité et pour sa protection des infrastructures sensibles, rien d'illégal en soi. Mais l'investigation ne s'arrête pas là. Question numéro 1. Dans un pays en sortie de crise, avec une administration fragilisée, qui pilote concrètement les projets, les ministères, des conseillers, des partenaires privés. En droit public, on appelle cela la capacité administrative effective. Si elle est affaiblie, l'État délègue. Et quand elle est déléguée, la traçabilité peut diminuer. La deuxième question porte sur les moyens. Les technologies de surveillance coûtent cher, très cher. Système numérique, logiciels spécialisés, formation technique, maintenance. Dans un pays qui sort d'une crise armée, où trouve-t-on les ressources budgétaires immédiates? Quel financement? Quel montage? Quel partenaire technique? Ce sont des questions de gouvernance, pas des accusations. Le troisième élément, ou la question numéro 3, le rapport de force politique de 2010. L'élection opposée à Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Le résultat s'est joué dans un contexte d'intervention extérieure. Pression diplomatique, reconnaissance internationale asymétrique et soutien militaire décisif. Selon certains analystes, l'issue des résultats a fortement été influencée par ces 3 facteurs. Sinon, actuellement, on ne saurait pas qui serait président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bref, dire que tout était joué d'avance serait une affirmation. Dire que la géopolitique a pesé lourd est une analyse politique. Nuance fondamentale. Maintenant, revenons à l'affaire Epstein. Les dossiers judiciaires américains ont montré un schéma clair. Epstein cherchait l'accès par l'introduction, par la réclamation et par la proximité avec le pouvoir. Les courriers révélés par la justice américaine ne montrent pas l'implication de la Côte d'Ivoire dans les crimes de ce dernier. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'heure. Ce qui nous intéresse et la question qui suscite notre intérêt depuis le début est dans un État en crise post-électorale où des milliers d'Ivoiriens n'arrivent pas à manger, des milliers d'Ivoiriens sont tués, où les médicaments pour aider ont été bloqués par les pays internationaux. Qui a les moyens financiers nécessaires, les moyens humains nécessaires et même les moyens stratégiques et militaires nécessaires pour conclure un contrat avec Israël, un contrat de surveillance qui pèse lourd, qui pèse cher avec Israël, alors même que le président de l'époque
ne peut pas le faire. Soit c'est le diable en personne, ou soit on a pactisé avec le diable. Parce que quand un pays est fragilisé, les réseaux personnels prennent plus de place. Les intermédiaires deviennent stratégiques. Et plus les contrats sont sensibles, et plus l'exigence de transparence est forte. Car l'opacité n'est pas une preuve de corruption, mais un signal d'audit. Faites attention à mes mots, parce que la question n'est pas « y a-t-il un complot ?» La vraie question est « les procédures étaient-elles suffisamment solides ? Les partenaires suffisamment identifiés et les procédures suffisamment contrôlées. » Une diplomatie mature accepte ces questions. Elle publie, elle documente, elle l'explique. Parce que la confiance publique ne naît pas du silence, elle naît de la preuve. Dans les grandes affaires internationales comme celles que nous avons sous nos yeux, la vérité ne sort jamais d'un bloc. Elle sort pièce par pièce, morceau par morceau et parfois elle dérange. Je tiens à rappeler que poser des questions, ce n'est pas accuser, c'est exiger de la clarté. Et dans toute zone d'ombre, la lumière commence par une question. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner, de liker et de commenter. Car nous commençons à peine. Ce n'est que le début d'une grande histoire, d'une histoire centrée sur l'Afrique en général, mais aussi sur la Côte d'Ivoire en particulier. Je n'ai pas parlé de l'affaire Nina Keïta ou encore des relations du rapport qu'il y avait entre Nina Keïta, nièce du président actuel au pouvoir Alassane Ouattara, et Epstein, et des retombées sur le gouvernement ivoirien, parce que pour moi cela relève de l'ordre du personnel. Bon, j'avoue que ça nous concerne un peu tous. Mais quand il s'agit de pédocriminalité, pour ne pas entremêler cela avec mes propres émotions, j'évite quand même de me prononcer pour l'instant. Donc vous me direz si vous voulez que j'en parle ou pas. Ça dépendra. Mais c'est un sujet qui est quand même assez sensible pour moi, donc j'aimerais bien éviter d'en parler. En tout cas, continuez de vous abonner, de liker et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Azolinda. Bye!